Eh bien, bonsoir ou rebonsoir à tous. Avec largement un petit peu de temps dépassé, mais il est quand même l'heure sympathique de l'apéritif, hein. Je vous retrouve ce soir. Je vais laisser tout le monde nous retrouver. Je suis vraiment désolé. On a joué entre Instagram, Facebook, et là on se retrouve de nouveau sur Instagram. Et voilà. Et donc là, je vais demander effectivement à Xavier de joindre. Je pense que ça devrait être beaucoup plus simple que les essais qu'on avait il y a quelques minutes, effectivement, sur Facebook. Et là, du coup, on va pouvoir retrouver très, très facilement notre ami Xavier. Salut Xavier, Voilà, les tu aléas vas du bien? conflit, vraiment, je m'excuse Bon. auprès de tout le monde. Non, mais c'est pas un souci. Voilà, je vais mettre l'écran un peu comme ça, on remontera les bouteilles tout à l'heure. Bon, Xavier, ravi de te retrouver. Il y a déjà beaucoup de monde, tous les gens qui nous ont attendus et qui ont écouté patiemment nos misères technologiques tout à l'heure, où on voulait parler du saké sur Facebook, mais Facebook a bloqué le saké, mais Là, on est revenu en force sur Instagram tous les deux et vous tous qui nous suivez nombreux ce soir encore. Je suis ravi de vous retrouver. On a décidé de relancer une nouvelle série. Après, effectivement, avoir fait déguster confiné, un verre, une assiette, on s'est dit, allez, on va continuer nos partages. Et là, ça s'appelle maintenant Rencontre au pluriel Somme, la rencontre des sommeliers. Et on inaugure effectivement avec toi. Il n'y aura pas que des sommeliers qui seront invités, mais ce soir, tu es invité. Tu es sommelier à l'hôtel de Crillon, hein. oui, absolument, Philippe, tout Comment à fait. ça se passe en ce moment, l'hôtel de Crillon à Paris? Eh bien, c'est fermé, hein, bien sûr. L'hôtel a pris Ah, l'intégralité des offres, donc hôtellerie, restauration, évidemment. mhm. Néanmoins, on fait quelques click and collect, vente à emporter, notamment pour la Saint-Valentin. Donc, ça permet aussi de garder le Bon. contact avec nos clients. Absolument, c'est une très bonne idée. Je pense que ceux qui l'ont fait d'ailleurs ne le regrettent pas parce que je pense que ça a plutôt bien marché pour la Saint-Valentin. Ah oui, oui, complètement, Hein. complètement. Et on se rend compte que le digital est très puissant. Absolument. Nous, on a fait ici aussi au bistrot du sommelier un click and collect. On a vendu tout ce que le chef avait préparé. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui ont eu envie de s'offrir effectivement nos restaurants les uns et les autres à la maison pour ce soir de Saint-Valentin. Alors ce soir, mon cher Xavier, toi tu as l'image d'un grand sommelier, tu as l'image d'une grande maison, d'un palace parisien, et en même temps tu as œuvré depuis un certain nombre d'années. Alors tu vas nous expliquer pourquoi, hein, parce que c'est peut-être pas arrivé spontanément comme ça dans ta démarche, pour à la fois mieux connaître et du coup mieux faire connaître l'univers du saké, parce que c'est pas un saké, il y a une multitude de sakés différents, et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment toi tu as découvert le saké et qu'est-ce qui t'a motivé dans ta vie professionnelle, et peut-être pas que professionnelle d'ailleurs, à mieux faire connaître le saké. Dis-nous un peu ça, mon cher Xavier. Et écoute, ça, c'était une rencontre qui s'est faite, je dirais, lorsque j'ai créé la cave du Peninsula. C'était mon premier poste de chef sommelier. Et au Peninsula, il y a une culture très asiatique. Et donc des restaurants qui proposent des plats vinaigrés, beaucoup de soupe, beaucoup d'œufs. Et finalement, une cuisine qui, pour un sommelier, peut être un petit peu glissante, entre guillemets. Mhm. Et mon épouse, qui est japonaise, mais qui n'aime Ah, pas déjà un secret révélé ce soir, hein. m'a confié que je devrais peut-être m'intéresser au saké japonais pour pallier à ces manques que j'avais. Et donc j'ai rencontré Monsieur Kuroda, qui est maintenant décédé. C'était une des personnes qui a importé le saké parmi les premières en France. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. On avait fait, je me souviens, un événement avec Olivier Poussier qui avait Oui, été juste extraordinaire. un Et monsieur. absolument, absolument. Bon, on pense à lui, on salue Olivier aussi. Il nous a quittés effectivement il y a pas mal de temps. Ouais. Mais effectivement, cet homme a eu cette capacité de me faire déguster le saké japonais comme jamais. Et effectivement, j'ai compris quasiment instantanément le potentiel gastronomique de cette boisson. Mhm. Au-delà des soucis que j'avais pour marier les soupes, notamment les choses un petit peu compliquées, eh bien, j'ai compris aussi que la cuisine française avait un rôle à jouer avec cette boisson. Et au fur et à mesure de mon travail, tout d'abord avec les livres, puis des voyages, j'ai découvert, comme tu l'as dit tout à l'heure, un univers à part et comparable au monde du vin, parce qu'on a aussi une notion de terroir dans le saké japonais que j'ai découvert. Absolument. Et ça m'a plu, parce qu'on sait que tous les sommeliers aiment les boissons de terroir et d'origine et d'identité. Et ça, c'en est une. Effectivement, c'est parti comme ça. Eh ben, génial. Alors, comme nous, Européens, on pense au saké, ou en tout cas non asiatique, parce que c'est pas que les Européens, les Américains, voilà, les Africains, etc. Ou le Moyen-Orient,
c'est un peu flou dans un premier temps. Parce qu'il y a le saké japonais, on va y revenir. Il y a également le saké chinois, qui est lui un peu plus distillé. Pour l'instant, je crois que malheureusement, on a perdu Xavier. J'espère que vous m'avez pas perdu moi pour l'instant. On t'avait perdu il y a quelques instants. Il est vrai que, comme tu le dis, c'est une boisson qui prête à confusion. Il y a beaucoup je dirais, d'usurpation d'identité du saké japonais dans le monde, parce qu'on le compare bien sûr à cette eau de vie à plus de 40-50 degrés. En réalité, pour bien le situer à la clientèle et aux sommeliers, c'est une boisson fermentée qui se situe dans le process entre la bière et le vin. Et c'est ça ça nous donne des repères. On parle de brasserie, plus souvent peut-être que de vinification. Et toi qui as créé le Cura Master, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais. Et Cura, ça veut dire brasserie d'ailleurs, non? Brasseur, brasserie. Tout à fait. Maison de saké en japonais. Le concours, c'était, comme tu l'as dit, de démocratiser le saké auprès des sommeliers. Parce qu'effectivement, même si déjà on commençait à travailler il y a quelques années, rapidement j'ai compris l'intérêt pour une entreprise de faire du saké japonais, de proposer ouvert et pour nos convives et pour bien sûr. Il y a un vrai intérêt. Et effectivement, les sommeliers sont tout de suite accaparé cette boisson d'une façon merveilleuse, l'ont parfaitement mariée à table, et j'en suis que content parce qu'évidemment c'était le but premier. Bien entendu. Je voudrais remercier l'agence Force 4 qui a organisé notamment les Journées du Saké. Et bravo encore pour tes interventions brillantes sur le sujet il y a quelques jours. Et puis remercier également la Japan Sake and Susho association. Tout à fait, un partenaire. Exactement, qui est partenaire de l'UDSF, et grâce à eux, je veux dire, on a plus d'informations, on a aussi des échantillons qui nous parviennent, et l'accès, j'allais dire, aussi à cet univers, qui est pas un concurrent au vin, mais qui est plutôt quelque chose de plus, ou une clé qui permet souvent, en termes d'accords mets-et-vins notamment, de se sortir de situations particulières. Tu as évoqué tout à l'heure certains plats à base d'œufs, certaines préparations un peu particulières, pour lesquelles effectivement le saké est une vraie clé de réussite, une vraie expérience, comme on aime aujourd'hui à dire ou à partager. Les gens viennent plus juste manger parce qu'ils ont faim, finalement, dans les restaurants en tout cas. Bien sûr qu'on vient manger, hein, mais ils viennent aussi pour vivre quelque chose de particulier, pour vivre une expérience. Et celle du saké est un complément idéal quasiment au vin. Comment c'est né le saké? Alors, c'est né, on parle beaucoup de l'époque des shintoïstes, c'est ça? Exact. La religion shintoïste, c'est né il y a 2000 ans, donc c'est très facile, en l'an 0. À l'époque, c'est une boisson fermentée à base de riz. Le riz, on le mâchait, on le recrachait dans un jar, on ajoutait de l'eau. Donc, les ferments de la salive créent une fermentation. D'accord. Mais effectivement, c'était un don au dieu shintoïste, qui est donc la nature japonaise, pendant près de 1000 ans. Et c'est ensuite seulement que c'est devenu une boisson de consommation japonaise. Elle s'est ensuite développée, elle s'est affinée. Ce qui est toujours difficile à avouer pour nous Français, c'est que les Japonais ont malheureusement inventé près de 400 ans avant nous, avant Pasteur, la pasteurisation, parce qu'effectivement, ils mettaient à chauffer. Ça restera entre nous, hein, il faut pas trop le... Voilà. Et effectivement, elle s'est rapidement hiérarchisée. Les Japonais, le gouvernement a mis des taxes sur le saké. Et l'heure de gloire, je dirais, c'était 1860 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Là, c'était la partie de siècle faste, avec près de 8000 brasseries de saké. 8000 brasseries. On parle toujours que du Japon, là. Hein. Que du Japon, 8000 brasseries, rendues aujourd'hui à 1150. Donc, il y a une chute vertigineuse à la Seconde Guerre mondiale, parce que bien sûr, le Japon perd la Seconde Guerre mondiale. Les Américains envahissent le Japon et ramènent toutes les boissons occidentales. Et oui. Et se perd. Et oui, bien entendu. Alors, on peut faire du saké partout au Japon? Oui, absolument. L'ensemble des 47 préfectures japonaises produit du saké. Et ce qui est prodigieux, et ça tu l'as déjà cité avec justesse, c'est l'identité locale qui est mise en avant à travers l'eau de source. Et oui, parce que quand on parle de terroir, on pourrait imaginer, comme chez nous, hein, plutôt la terre, bon, bien sûr, le climat, etc., le savoir-faire. Mais là, ce qui est quand même ahurissant,
c'est l'eau. Avec, bien entendu, un parallèle que l'on peut faire nous spontanément avec l'Écosse et le whisky. Oui, Parce complètement. que c'est aussi ça l'identité, effectivement, le savoir-faire, le tourbage, l'origine, mais c'est l'eau aussi qui est là et qui est une vibration particulière. Et donc, on va revenir sur le process d'élaboration et puis on va déguster surtout parce que voilà, tout le monde a beaucoup patienté ce soir, mais je crois que tout le monde a un peu soif aussi d'entendre ce que l'on va dire sur ces deux sakés différents qu'on va commenter tous les deux. Mais pour faire simple, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement le saké, le saké, c'est une boisson fermentée, Oui. d'accord, à base de riz, de levure et puis voilà, et puis d'eau, effectivement, de source. C'est les trois ingrédients principaux. Même s'il y a aussi voilà, un savoir-faire et une magie particulière, et même une période particulière, parce qu'en ce moment, c'est d'ailleurs la période du saké primaire de mémoire. Exact. La période là maintenant là, donc on va revenir un peu sur différents types de goûts. Et puis il y a des boissons à base de riz qui sont fermentées et qui sont distillées, fermentées puis distillées. Le baijiu, le sochu par exemple, baijiu en Chine, le sochu au Japon. Là on n'est pas du tout sur le même type de degré parce que le saké classique, celui dont on parle de fermentation, il titre 15 en moyenne, c'est ça? Oui, 15, 16. Entre degrés, 15, 16. Voilà, tout à fait. Alors que le baijiu, le sochu, c'est une spiritueux qui peut tirer jusqu'à 50, 55, voire peut-être même davantage. Tout à fait. Ça, c'est la première différence. Et effectivement, pour faire très simple dans le process, le riz va donner, donc, comme on appelle le cépage de riz. Il y en a à peu près 100 au Japon. D'accord, donc la variété de riz, oui. C'est l'aromatique du saké. C'est vraiment l'identité aromatique. Et donc l'eau, c'est le tactile en bouche. D'accord. Pour faire de l'alcool, il faut du sucre. Et le riz ne contient pas de sucre. Donc il va falloir faire une première transformation. On peut parler un peu de maltage, hein, si on veut. On va donc transformer l'amidon du riz en sucre, le saccharifier, en saupoudrant un champignon, un Aspergillus oryzae. Eh oui, le fameux champignon magique. Absolument. Le koji, oui, qu'on connaît bien. Le koji, oui. Ce koji qui effectivement va saccharifier. Et dans un second temps, en cuve, on va donc assembler l'eau de source, ce riz kojifié, ce riz cuit, et ensuite on va avoir les levures qui vont, elles, changer le sucre en alcool. Simplement. Alors une autre notion qu'on n'a pas encore abordée tous les deux, c'est le polissage. Absolument. Alors c'est vrai qu'ils sont très polis les Japonais, hein. Toujours très polis, mais le riz aussi est très poli. Même le riz. Exactement, même le riz est poli. On a d'ailleurs des pourcentages parfois marqués sur les bouteilles ou sur les contre-étiquettes, ou en tout cas on a des notions qui sont, par exemple, si sur l'étiquette est marqué polissage 30%, ce qui arrive assez peu souvent, hein, mais admettons 40 ou 50%, c'est la partie qui reste. On enlève tout le reste. Absolument. La partie restante, donc il ne faut pas confondre, et on va déguster dans ce sens-là. On va commencer par les plus polis, qui sont donc par conséquent, on va chercher le cœur de l'amidon, les plus purs, les plus éclatants, les plus délicats également. Et donc pour aller ensuite en ordre de dégustation jusqu'au moins poli, donc c'est l'effet inverse par rapport au vin, où on va finir par le grand cru. Là, on commence par le grand cru, et on va donc progressivement aller vers les riz les moins polis. Absolument. Alors, c'est vrai que nous, sommeliers, on aime bien parler des boissons avec finalement le schéma qui est le plus souvent le nôtre, c'est-à-dire plutôt comme du vin. Et d'ailleurs, sur une des deux bouteilles que tu m'as fait passer, il y a un millésime, donc vraiment on se retrouve dans les repères du vin. Il y a même le nom d'une cuvée, Eau du désir. Je pense que ça, pour la Saint-Valentin, franchement, s'il y en avait hier disponible, moi je l'ai goûté hier pour la Saint-Valentin et ça a des effets miraculeux. Voilà. Et donc, voilà, taux de polissage 50%. Et puis, il y a des catégories. Alors, on va peut-être pas rentrer trop non plus dans les détails techniques. On va pas tout mémoriser, mais il y a soit des sakés, entre guillemets, nature, soit des sakés sur lesquels on a rajouté effectivement de l'alcool. Hein. Quand c'est marqué Junmai, par exemple, il n'y a pas de rajout. Exact, c'est pure fermentation. Donc là, vraiment le produit le plus pur de fermentation. Et quand il n'y a rien marqué, par définition, on a pu rajouter effectivement quelque chose un peu pour le fortifier, une sorte de
de fortification ou de chaptalisation, entre guillemets, pour monter un petit peu le degré, enfin, en étant schématique. D'accord? Alors, donc, en matière de goût, les deux, parle-nous un peu de ces deux sakés-là. Peut-être celui-là d'abord, non, pour le goûter? On va faire l'eau du désir, tu as notamment bien parlé de désir. Allez, l'eau du désir. Mais j'aimerais bien, d'ailleurs, parce que on m'a offert des fois des petites tasses comme ça. Alors, ça, c'est une petite tasse, c'est plutôt pour le soju, ça. Oui, C'est tout petit, c'est concentré. Là, c'est pour les spiritueux. Exactement. Après, il y a aussi ça. Alors, c'est peut-être plus chinois que, mais là, c'est davantage pour le saké. Hein. Un autre choco, saké japonais, officiel. D'ailleurs, le petit rond intérieur bleu et blanc, Oui. va apprécier la couleur du saké. C'est donc des Oui. coupettes pour les comptes. Voilà. Ça doit être la cible pour le saké, ça. C'est ça, et ça symbolise l'œil visé. Voilà, comme ça. Hein, voilà. Exactement. Et puis, j'ai également la chance qu'on m'ait offert, là aussi, ce petit réceptacle, le matsu, c'est ça? Le matsu est l'unité de mesure japonaise. Exactement. Et donc là, tu me disais il n'y a pas longtemps que finalement, la quantité de riz hara, de riz cru, hein, hara, était une quantité effectivement suffisante pour pouvoir survivre quelque part. En tout cas, pour pouvoir manger dans une journée entière. Mais bon, on vide le riz, après on le remplit avec du saké quand même, parce que voilà, c'est bien de manger, c'est pas mal de boire. Et puis finalement, on peut utiliser aussi des verres plus classiques. Là, j'ai sorti un verre du service chef et sommelier, là. Je pense que c'est pas mal. On peut utiliser un verre un peu plus grand, mais voilà, en fonction un peu du niveau d'oxygénation aussi qu'on peut donner. Est-ce qu'on peut utiliser des verres à vin un peu plus larges comme ça? Ça fonctionne aussi, ça a un intérêt? Notamment pour le deuxième saké un peu plus riche, ça c'est plus intéressant. Tout à fait. Mais le verre macaron du début était parfait. Bon, ben c'est parfait alors. C'était censé être au départ un verre pour les effervescents. Moi, personnellement, je m'en sers volontiers pour le saké, voire pour les vins liquoreux. Alors, donc, on part avec l'eau du désir, hein, d'accord? Nous sommes ici à Nagoya. Nagoya, c'est le centre du Japon. Monsieur Kuno, un des plus grands faiseurs de saké, le centre du Japon, et un riz le plus célèbre, le Yamada Nishiki, poli à 50%, donc le roi des Japonais. Et surtout, j'espère que vous prenez des notes et que vous retenez tout ça parce qu'à la fin de l'Insta Live, on va poser des questions et voilà. Et si vous gagnez, vous aurez une dégustation en live avec notre ami Xavier. Hein, tu es d'accord, hein? Ah oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Donc, c'est très transparent, c'est translucide, c'est diaphane. Quelque part, on ne cherche pas de la coloration, hein, du tout. Il y a des larmes quand même, hein. Il y a une certaine densité qui apparaît. Hein. Absolument. Et le nez est éclatant, remarquable. On a ici un registre qui est fabuleux, notamment. Alors, sur celui-ci, on peut être sur l'anis, le fenouil. Absolument. C'est un aspect exotique. On peut toucher un peu Badiane. La Badiane qui est vraiment. Ça, c'est vraiment dans cet univers. Oui, et il y a presque. Moi, je trouve aussi un peu de la poire passe-grassane, tu vois. Ces poires un peu juteuses comme ça. Très caractéristique. Et ce qui est intéressant, c'est pas du tout d'effluve d'alcool. On n'est que sur l'arôme. C'est vraiment magnifique. On peut pas du tout. Ouais. Non, ça titre, oui, 15-16, hein, c'est ça, hein, en termes de degrés. 15 à peu près, tout à fait, tout dépend des années. Absolument. Ce que je trouve remarquable, la délicatesse. Ça se sert à quelle température idéalement? Le saké. Plus c'est poli, comme c'est le cas ici, on s'approche d'une température de vin blanc, donc 10-12 degrés est idéal pour avoir une pression. Les verres à vin sont remarquablement utilisés ici. Et la bouche, grande pureté, c'est l'eau de Nagoya, qui est une des eaux les plus délicates. Bel équilibre, bel éclat en bouche. Et ça, évidemment, on peut tout de suite imaginer notamment une recette d'Anne-Sophie Pic, que j'aime beaucoup, cette chef 3 étoiles, avec ses berlingots de Banon, toi qui es du sud de la France. Philippe. Du sud, le fameux fromage provençal. Exactement, avec ces petits berlingots. Dans sa feuille, déjà il est affiné dans une feuille. Exactement. Dans une feuille de châtaignier de mémoire. Exactement. Avec un jus de cresson et une poudre de matcha sur le dessus, c'est absolument remarquable. On peut vraiment passer un moment inoubliable. Et puis pourquoi pas aussi à la maison de façon plus sympathique, des tourteaux. Des tourteaux avec un petit jus à la clémentine pour rappeler l'aspect exotique qui est fabuleux. Donc oui, on peut bien s'amuser avec ce saké japonais. C'est pour moi
la bonne porte d'entrée du saké, l'éducation du saké, avec cet aspect digeste, rafraîchissant, désaltérant. C'est vraiment ça l'aspect La- intéressant. il est vraiment magnifique, hein. La bouche est d'une franchise. Il y a une certaine rondeur, mais c'est très franc. Et surtout, c'est éclatant. C'est-à-dire que, comme tu le dis souvent quand on déguste avec toi, c'est cet aspect presque comme si on envoyait un petit coup de flash quelque part dans le palais. Exactement. Le palais s'éveille, s'émerveille, une sorte voilà, de plaisir très spontané comme ça. C'est pas nécessairement très très long en bouche, même Non, s'il reste une sensation. On est bien d'accord que ça disparaît pas en 2 secondes, hein. Il y a de la sensation, mais c'est vraiment ce côté magique de cette explosion gustative là qui, même si elle est éphémère, elle est puissante, elle est violente. c'est vraiment Ouais. l'effet cherché ici, hein. C'est l'éclat de l'eau de source, cet aspect frais, rafraîchissant et je dirais presque instantané, du plaisir immédiat. Ça On m'a parle, donné. on parle souvent de cette fameuse cinquième saveur. C'est vrai que nous, on a été baptisés à l'acide, le salé, surtout au sucré au départ et à la mer. Euh, et l'umami, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent grâce voilà, au saké ou à la cuisine effectivement japonaise, en tout cas asiatique. C'est quoi, si on pouvait décrire ces sensations? On parle d'acide aminé, mais ça ne veut pas dire grand-chose. De Oui, alors, glutamate éventuellement. et la base, c'est l'acide aminé. Euh, En sensation en bouche, qu'est-ce que c'est? C'est cette sorte de glycérol, cette légère pellicule grasse autour de la bouche, Mhm. comme quand on mange un jambon cru assez sec. Voilà, ça fait D'accord. saliver, c'est cette légère pellicule grasse, c'est ça l'umami. Et c'est vraiment ce qui appelle l'aspect salivant aussi. Quand on mange également un peu de bonite séchée, Oui. séché, c'est ça aussi la- la- l'umami, cet aspect salé et gras en même temps. Donc effectivement, le saké japonais a cette capacité d'être un exhausteur de goût. C'est pour ça que tout à l'heure, on a évoqué les accords problématiques comme les soupes, l'œuf, les Mhm. hormones parfois pas faciles. Et bien, comme le saké est un exhausteur de goût, il n'y a pas de confrontation. Ça Mhm. arrive tout simplement et ça met en valeur la cuisine. Donc c'est ça la force du saké japonais. Et en effet, sur ce type de saké, c'est le plaisir immédiat, l'aspect éclatant, l'eau de source. Ouais. Et là, on a vraiment, vraiment cette sensation-là, exactement comme tu l'expliques. C'est-à-dire que, in fine, tu as le côté eau de source, quelque part. On, Complètement. c'est pas gentil ce que je veux dire pour le riz, mais on en oublie le riz. Ah oui, oui, C'est une complètement. eau, c'est une eau qui a été bénie par le riz, mais il en reste qu'une eau tout à fait particulière, quoi. Presque ça la qualité, hein. C'est quand l'eau arrive à surpasser les arômes du riz, là on est sur un très grand saké. C'est ça l'appréciation d'un grand saké. Tout à fait. Merci parce que franchement, j'ai rarement goûté des sakés de ce niveau-là et surtout d'inspiration parce que tu as évoqué toi le Banon, voilà, en berlingot d'Anne-Sophie, mais il y a une multitude de grands plats finalement qui peuvent aller, surtout autour effectivement, à mon avis, avec ce côté minéral quelque part de l'eau, hein, sur des poissons, sur les fruits de mer. Là, un beau plateau d'huîtres, franchement, La des- simplicité des- est merveilleuse, bien sûr. absolument, avec la salinité de l'un, etc. Et il faut pas surtout rajouter des trucs sur l'huître et tout, l'huître pour Ouais. elle-même, hein. Des spéciales numéro 2 éventuellement Oui, chez notre, ouais, chez magnifique. notre- voilà, du bassin d'Arcachon ou d'ailleurs. Il y en a des temps d'auto pour les gens du Sud, enfin, etc. Oui, oui. Ou de Bouzigues ou d'ailleurs. Enfin, vraiment, voilà, l'huître qu'il faut. Et puis, euh, voilà, le Non, poulpe, c'est efficace parce que tout le même à la maison, poisson. les amis, la simplicité d'un plateau de fruits de mer permet de créer la surprise. C'est ça qui est merveilleux. Absolument, absolument. On peut vraiment avoir, et même pour les sommeliers, vous prenez un saké japonais de ce type-là, un champagne blanc de blanc et un vin blanc sec minéral, Mhm. vous mettez les trois devant le client, c'est fabuleux parce que le client peut s'amuser à aller et venir, Eh et oui, peut-être qu'il aura aussi un intérêt vers le saké. C'est une bonne porte d'entrée. Ouais. Tout à fait. absolument. Sur des Saint-Jacques aussi, hein, ça va, à mon avis, extrêmement bien, là, avec une La Saint-Jacques, Saint-Jacques, peut-être complètement. même pas cuite, une Saint-Jacques Non, marinée avec un oui, petit peu de quelques oui, petits citrons caviar ou un petit peu de yuzu, pourquoi pas, histoire de faire en sorte de faire un petit clin d'œil complémentaire aux produits japonais. Alors le deuxième, ouais. donc
moins Là, poli. on est toujours sur de Junmai. Le Hein. noix tout court, on a poli très peu, on a enlevé que 30%, donc il reste 70% de la masse du riz. On est dans le Mhm. sud du Japon. Le sud reste un endroit assez spécialiste pour peu polir. Ouais. On a Mhm. beaucoup plus d'intensité aromatique. Voilà, ça c'est remarquable. Le sud donc qui nous propose avec cette île de Shikoku, une petite île hein, qui est vraiment au sud du Japon. Pour la petite histoire, Philippe, le Japon possède 6800 îles différentes. Ah, C'est colossal. Et oui, plus de 110 volcans. s'ils se remettaient à faire effectivement un saké par île, ils Ah pourraient bah, remonter dans leur chiffre de 1860. ah oui, là, oui, ce serait plus complexe. Et effectivement, ces sakis-là, peu polis, ont cette capacité d'avoir une aromatique beaucoup plus développée, beaucoup plus ample, plus proche aussi de l'aspect céréalier. On est vraiment dans Oui, cette c'est vrai. même si, voilà, donc il y a toujours une politique, est-ce qu'on polit peu ou pas? Les vignerons vont vous dire de ne pas polir, parce qu'évidemment, pour un vigneron, tout est dans la peau du raisin. Le riz, c'est un peu différent, mais malgré tout, je trouve que l'intensité qu'on a ici, la densité, la structure, nous permettrait presque de le servir un peu à température ambiante, pourquoi pas, montons un peu Mhm. de température, et des choses comme les veloutés de châtaigne, avec pourquoi pas, imaginons aussi quelques morilles, il y a des choses extrêmement intéressantes. Mhm. Y compris d'ailleurs des viandes, parce qu'il y a de la matière. Tout à Et fait. tu évoquais les morilles, tu n'évoques pas une volaille au morille. Et juste la morilles, Voilà, peut-être pas complètement avec du vin jaune. On a parlé il n'y a pas très longtemps avec Michel Onfray, mais avec une chose peut-être un peu moins pertinente. Mais franchement, ça peut fonctionner. Hein. appelle l'assiette, ça Euh, appelle l'automne, l'hiver. mhm, C'est vraiment ici une boisson qui est, enfin, en tout cas une cuvée qui est assez adaptée à l'instant. Mais mhm, oui, effectivement, le veau braisé et pourquoi pas aussi des cuisines un peu plus élaborées. On peut parler aussi d'un turbo rôti, mhm. texture généreuse du turbo qui est merveilleuse. Ça aussi, c'est grandiose. Donc, c'est vraiment une capacité d'accord à attirer la cuisine comme ça vers ce saké qui est fantastique. Et même sur des recettes, je pense à Bocuse, là, enfin, à Oui, l'esprit Bocuse, oui, oui, bien avec sûr. une quenelle, par exemple, de brochet et quelques écrevisses. Je Merveilleux. pense que ça, c'est juste quelque chose qui peut fonctionner vraiment très très bien aussi. Hein. Il y a- Ça aurait fait plaisir à M. Bocuse, parce qu'effectivement, lui qui adorait le Japon, qui était une icône au Japon. Ah ben, je me souviens, donc, mon premier voyage au Japon, c'était en 1987. Et Ouais, le jour où j'arrive, le soir où j'arrive, avec le décalage, voilà, qu'on peut imaginer, surtout qu'à l'époque, on passait par Moscou à l'aller, par Anchorage au retour, il n'y avait pas de vol direct. là, ouais. Donc c'était une expédition pour aller là-bas. Et le soir, j'arrive et on va dîner avec Shinya Tazaki, qui est devenu depuis meilleur sommelier du monde. Et on salue tous nos amis japonais, bien entendu, à la fois de Japan Sake and Soshu Association, mais aussi tous les sommeliers du Japon, et qui nous ont beaucoup appris sur le saké, bien entendu, hein, avec qui on a beaucoup partagé. Et donc, on est allé dîner dans un restaurant face au Suntory Hall. Et oui, Et oui. à la table d'à côté de la nôtre, il y avait Monsieur Tori, donc le big boss de Suntory, hein, Monsieur Tori, qui mangeait avec Paul Bocuse. Et j'ai Incroyable. fini la soirée avec Paul Bocuse et Monsieur Tori Quelle histoire. en buvant du saké, effectivement, différentes, et des bières et d'autres choses, etc. Dieu. Ça, voilà, c'était un souvenir extraordinaire. Et depuis, j'ai fait un certain nombre bien sûr, de voyages au Japon pour le concours de meilleur sommelier du monde, d'abord en 95, quand effectivement Shinya Et, Tazaki a gagné. tenant du titre en 92 à l'époque. Exactement. C'est moi Et qui ai remis le trophée, j'allais dire, à mon successeur. Et puis également, puisque les Japonais ont réorganisé le concours en 2013, 13, ouais, tout à fait, hein, ouais. ouais, ouais, avec la victoire de Paolo Basso, et Exactement. effectivement, Ouais. que l'on salue également. Alors, il y a aussi des sakés effervescents. On va parler de ça. C'est quoi cette histoire de saké effervescent? C'est une tradition ou c'est une nouveauté? C'est très récent, Philippe. C'est inventé par M. Nagai, qui est un homme Mhm, remarquable, très moderne. Et à vrai dire, c'était une vraie, là pour le coup aussi, expédition à mettre en place. Il y a trois façons de faire un saké sparkling. L'adjonction de gaz carbonique, ouais, plus simple, dirons-nous. ouais, La seconde, c'est la méthode Sharma, mhm, qui peut avoir un aspect péjoratif, entre guillemets, chez nous en Europe, mais qui au mhm. Japon est extrêmement judicieuse parce que à l'abri complètement de l'oxygène, c'est un milieu. Donc, Donc, ça, cuve close, enfin, la glucose, parce que la seconde voilà, fermentation
sucrose, pardon. Exactement. Au lieu de la faire en bouteille, on fait dans une grande cuve. Ensuite, par une méthode dite de transfert, on peut mettre en bouteille sans avoir une déperdition du gaz carbonique. Absolument, absolument. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bien sûr, la dernière qu'on connaît tous, la seconde fermentation en bouteille, la méthode traditionnelle qui est intéressante, mais qui par conséquent impose un léger passage à l'oxygène, où le saké peut un tout petit peu marqué par l'oxydation, parfois. Donc, il faut vraiment que ce soit très éphémère et très rapide. Donc, il faut être assez équipé. Mais effectivement, là, c'est quelque chose qui se met en place, qui peut faire penser parfois au Moscato d'Asti dans la présentation, parce que je rappelle que le saké japonais, c'est une moyenne nationale de 26 grammes de sucre résiduel par litre. Donc, c'est quand même pas rien. Oui, c'est important ça pour l'équilibre alimentaire et la diététique. Il faut le savoir. Et oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est la boisson, peut-être une des boissons fermentées les plus diététiques au monde, parce que pas de soufre. On pasteurise à la place du soufre. Donc effectivement, c'est ce qui la rend aussi très digeste. Absolument. Et donc, il paraît qu'il y a même un champenois célèbre qui s'est occupé d'une petite maison qui s'appelle Dom Pérignon, je crois, c'est ça. On salue Richard Geoffroy, en l'occurrence, qui s'est lui, qui a investi, qui s'est investi, qui a investi effectivement pour élaborer un saké sparkling, sûrement qui va faire parler de lui, qui commence déjà à faire parler de lui. Pas que, et pas que, il y a aussi des sakés tranquilles qui sont merveilleux. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on l'attend sur les bulles, notre ami Richard. Mais c'est un visage européen, c'est un visage mondial même, qui fait beaucoup de bien au saké, parce qu'effectivement, quand on sait que le patron de Dom Pérignon, maître de chai pendant 30 ans, fait du saké, eh bien ça ouvre l'esprit de beaucoup de gens. Donc c'est vraiment une chose assez remarquable. Mais il le fait avec brio. Absolument. Comme toi, quand tu parles du saké, avec brio, on va peut-être se quitter sur ces mots, finalement, il n'y a pas mieux. Voilà. En tout cas, parce que je vois que le temps passe et qu'on a largement dépassé tout ça. Mais c'est vrai que. Auprès de tout le monde, je m'excuse. Non, mais c'est la technique qui ne suivait pas. Toi, tu étais au rendez-vous. Donc, un grand merci à toi de nous avoir éclairé un peu plus sur cet univers juste fabuleux du saké. Merci à vous tous de nous avoir suivis patiemment, de nous avoir jonglé entre Facebook, Instagram, etc. Mais voilà, vous n'avez pas perdu le fil de l'histoire et merci beaucoup pour votre fidélité les uns et les autres. Salut Xavier, une très bonne soirée. Je remonte encore une fois ces deux magnifiques bouteilles. Allez, j'ai beaucoup aimé le deuxième que tu nous as fait goûter, là, le Tokubetsu Jumai. Mais j'avoue que celui-là, franchement, l'eau du désir, un lendemain de Saint-Valentin, ça ravive la flamme pour au moins un an. On va pouvoir patienter sans aucun problème là, voilà. Je te remercie. Bonne soirée à vous tous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais je vais peut-être petite escapade alpine et vous parler un peu de vin de montagne. Et puis après, on va retrouver à ta place dans quelques jours, la semaine d'après d'ailleurs, le premier, la maison Ruinart, puisqu'on aura Frédéric Panayotis qui va nous dévoiler un peu les secrets de cette extraordinaire maison Ruinart. Et puis on aura bien entendu un certain nombre d'autres rendez-vous, de rencontres. Somme, je te remercie beaucoup, Xavier, de ta présence, vous tous de votre patience et de votre présence aussi. Merci à Laurent Boyer qui nous a aidé à préparer aussi la communication de cette petite intervention, à Juliette Jourdan qui aussi travaille beaucoup avec l'Union nationale française et avec nous tous. Tout à l'heure, j'évoquais les huîtres. Je voulais remercier aussi Joël Dupuche parce que chaque fois que je pense aux huîtres, je pense à lui. Avec son parc de l'impératrice, il fait des huîtres magnifiques. Et je pense qu'effectivement, avec l'eau du désir, lui qui n'en manque pas de désir pour les bonnes choses, je pense qu'effectivement, il y a de quoi trinquer et se faire plaisir. Merci. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt dès la semaine prochaine. Salut. Salut.